Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir chez vous encore une fois. Bienvenue sur notre plateau, le plateau de l'émission consacrée au processus électoral. Nous avons parlé de plusieurs aspects des élections, les élections présidentielles, les élections législatives, les élections locales, donc régionales et municipales. Et aujourd'hui, nous voulons aborder un autre thème qui a trait aux élections. Ce thème, c'est les mauvaises et les bonnes pratiques en matière électorale. Nous avons sur le plateau nos juristes de toujours qui sont avec nous et qui vont nous aider à trouver les meilleures suggestions possibles afin d'aborder les élections dans toute la sérénité requise. Nous avons à ma gauche M. Maré, comme d'habitude. Bienvenue sur notre plateau. Merci de m'inviter. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être là depuis ces quelques temps. C'est avec une réelle joie. Merci beaucoup. Nous avons aussi M. Bado qui, sans relâche, est avec nous. Fidèle au rendez-vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci. Alors tout de suite, je voudrais vous inviter à suivre avec nous l'opinion des uns et des autres, le micro-trottoir que nous avons réalisé. Qu'est-ce que les acteurs politiques doivent faire pendant et après les élections pour éviter les conflits? Les différents partis devraient s'inscrire dans une logique de sensibilisation de leurs militants, de sorte à ce que nous ayons non seulement des élections qui se déroulent dans un climat apaisé, mais qui nous offrent aussi des élections transparentes, libres, crédibles. Surtout la période de la campagne électorale, là, c'est d'éviter les propos qui vont amener les gens à s'affronter. La jeunesse est beaucoup excitée. Donc il va falloir que les partis politiques essaient d'abord de faire comprendre aux jeunes que la politique, ce n'est pas la guerre. Les acteurs politiques doivent s'engager à respecter déjà la charte de la transition. Si je comprends bien que chaque parti a une jeunesse, doit appeler sa jeunesse, en tout cas à respecter le pays, à être des gens civiques. Les acteurs politiques doivent se tenir à la disposition du verdict qui va sortir dans les élections. Ils doivent respecter aussi leur programme qu'ils ont dit au peuple. Et là, le peuple aura confiance à eux pour leur donner un autre 5 ans. Éviter vraiment la provocation. Voilà, nous sommes à un niveau où vraiment les gens, les uns et les autres doivent comprendre qu'on a tous intérêt à préserver la paix. Les sensibiliser la population vis-à-vis des inconvénients des conflits qui peuvent surgir avant et après les élections. Ils doivent s'entendre et puis essayer de se comprendre. Puis savoir que le passé reste le passé et on vit le présent. Les acteurs politiques doivent partir sur la base de promouvoir la paix, voilà, la cohésion sociale. Ils n'ont qu'à essayer d'être honnêtes envers eux-mêmes d'abord et envers le peuple. Chacun doit rester sage pour que le pays avance. Voilà, mesdames et messieurs, bon retour sur ce plateau. Vous voyez que les citoyens sont bien au parfum de la chose électorale. Alors, monsieur Marie, qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qui a été dit? C'est une question ouverte en ce qui concerne le thème, puisqu'il s'agit des bonnes et des mauvaises pratiques. Voilà, donc personne ne peut se prévaloir d'avoir le monopole de la connaissance en ce domaine. Chacun parle par rapport à son expérience et tout ce qui est dit là doit être fédéré pour pouvoir aboutir à des élections apaisées et transparentes. Concernant ce que les gens ont dit, il ressort principalement que il faut tout faire pour éviter qu'il y ait encore des troubles. Voilà. Il faut travailler à cultiver certaines bonnes pratiques si on veut on appelle ça, consolider cet acquis de paix. C'est-à-dire chaque citoyen, même ceux qui parlent là, il ne faut pas que chacun juge son frère ou son ami. Chacun doit voir à son niveau qu'est-ce qu'il peut faire pour que les choses se passent bien. Monsieur Bado. Oui, je dirais que après avoir suivi ce micro-trottoir, je me rends compte que le peuple est conscient que les élections constituent un enjeu important. Donc, nous invite à nous donner pleinement aux élections pour qu'elles soient transparentes, pour qu'il n'y ait pas matière de contester quoi que ce soit. C'est en cela que certains ont interpellé la Commission électorale nationale et indépendante pour son rôle à jouer lorsque les résultats vont dans le sens de ce qu'attendaient donc les électeurs. Le plus souvent, il n'y a pas de contestation. C'est surtout lorsque les électeurs pensaient à bon droit que, par exemple, que dans notre localité, nous avons élu telle personne et qu'on vienne proclamer élu une autre personne avec
de forts soupçons donc de tricherie, alors là, ça conduit les gens souvent à sortir dans la rue et ça sont des mauvaises pratiques. Et comme M. Maré l'avait dit, il faut que chacun joue sa partition. Pour la proclamation provisoire des résultats, ça relève de la compétence de la Commission électorale nationale indépendante. Il ne faut donc pas que ce soit d'autres personnes ou d'autres structures qui proclament de soi-disant résultats provisoires. Je sais que les partis politiques ont des observateurs, puisque c'est eux qui gèrent la chose politique. Donc ce sont les partis politiques qui, à travers les observateurs privés, qui, au regard des tendances, se permettaient de dire que tel candidat est en avance avec tel nombre de voix et à combien de pourcentage de suffrages, et par anticipation pourrait faire croire que c'est la personne donc, ou le parti politique dont il est question qui doit être déclaré vainqueur. Au finish, les résultats peuvent montrer autre chose. Et pour une course de 1500 mètres, ce n'est pas à 1000 mètres qu'on évalue celui qui est premier. Même à 1400 mètres, ce n'est pas dans tous les cas que celui qu'on voit être devant qui va arriver. Celui qui court peut trébucher et d'autres vont venir le dépasser. Il peut se souffler peu avant la ligne et on va venir le dépasser. Donc il faut attendre vraiment que ce soit la structure habilitée à le faire qui le fasse. Est-ce qu'il ne peut pas arriver que les instituts de sondage ou quelque part la presse soient mis en cause dans ce cas? Bien sûr, la presse est le maillon fautif dans cette histoire, parce que même si ce n'est pas la presse, c'est à travers la presse qu'on divulgue. Il se peut que ce soit des observateurs nationaux, indépendants, ou bien les observateurs des partis politiques, mais ils vont toujours utiliser la presse. Et les journalistes doivent faire attention. Mais ceux même qui recueillent les tendances là, doivent faire attention. On peut proclamer les tendances sur une région, mais ne pas faire d'extrapolation. On peut faire des tendances jusqu'à un certain point, mais ne pas tirer des conséquences. Les tendances ne sont pas les résultats provisoires. On parle même de résultats provisoires parce qu'on a prévu dans toute forme des élections que quelqu'un puisse contester. On peut contester la liste électorale, on peut contester la liste des candidats, on peut contester le déroulement du scrutin. Il y a beaucoup de choses qu'on peut contester. Vous savez que ce n'est pas ça qui manque. Donc, une contestation peut faire que le cours normal de l'élection là change. La liste n'est pas exhaustive, mais est-ce que vous pouvez nous donner déjà une petite liste de quelques mauvaises pratiques en matière d'élection? Et je dirais qu'en matière de bonnes et mauvaises pratiques, on pourrait commencer peut-être par les mauvaises. On pourrait par exemple commencer par le principe de l'égal accès des candidats ou des partis politiques aux médias donc publics. Son non-respect est une mauvaise pratique. Alors il faut que les candidats soient traités sur un pied d'égalité pour que la compétition soit juste dès le départ. Alors en ce qui concerne les mauvaises pratiques aussi, il y a des gens qui continuent de distribuer par exemple des bulletins de vote le jour même des élections ou des documents de propagande le jour J des élections. Là aussi il y a un problème parce que ça tend à déterminer au moment T donc l'électeur. Ça c'est pas normal. Il y a une heure à laquelle la campagne est close et après la clôture donc de la campagne on ne doit plus avoir comme pratique. Il y a aussi la corruption électorale. La corruption d'ailleurs est une infraction et la corruption électorale ne l'est pas moins. Voilà. Il y a aussi le financement occulte des partis politiques. Alors le financement occulte des partis politiques, c'est-à-dire les responsables des partis politiques ou les individus qui reçoivent et même ceux qui donnent des financements à des partis politiques en dehors donc des conditions prévues par la loi. Toutes ces personnes sont passibles de sanctions pénales. Et tenez-vous bien, les sanctions ne sont pas des moindres. La peine encourue c'est de 2 ans à 5 ans de prison et de 2 millions à 10 millions d'amende. Voilà, donc ça c'est prévu par l'article 68 de la loi donc 004-2015 barre Conseil national de la transition du 3 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso. Cette disposition de l'article 68
réprime donc le financement occulte des partis politiques. Ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a bien d'autres mauvaises pratiques. Monsieur Marie pourrait donc ajouter quelque chose. C'est vrai que la liste n'est pas exhaustive. Monsieur Marie, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voulez ajouter? On peut peut-être ajouter les propos injuriés pendant les campagnes électorales qui sont de nature à enflammer les élections et peuvent porter des troubles et contribuer même à tenir l'image du pays ou bien à arrêter carrément même le processus électoral. Ouais, les propos injuriés, c'est également prévu et sanctionné par le droit positif burkinabé. Qu'en est-il des propos diffamatoires, injurieux que les candidats pourraient, ou alors les partis politiques pourraient se jeter les uns sur les autres? Alors je dois dire que ce qui est des propos diffamatoires et des injures, il ne s'agit pas de les sanctionner seulement parce qu'on est dans un processus électoral. Même en temps normal, la diffamation et les injures, ce sont des infractions pénales, sont prévues et réprimées par le code pénal. Alors de façon générale, on peut dire que la diffamation, c'est toute allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un groupe de personnes données. Tandis que l'injure, elle peut être considérée comme un terme outrageant ou tout propos de, en tout cas, mépris, voilà, donc qui s'adresse directement à une personne, mais qui ne se rapporte pas à un fait donné. Voilà, donc ces faits sont prévus et punis par le code pénal et le sont également en matière électorale. Il faut reconnaître que dans la campagne, les candidats et les partis politiques s'adressent à la population et dans ce cadre, les propos doivent être contrôlés. Alors donc, vous devrez faire tout ce qui est de votre possible pour essayer d'attirer les électeurs vers vous. C'est de bonne guerre, mais vous devrez employer les bons moyens. Voilà, donc vous n'avez pas à chercher à dénigrer, ternir l'image des autres candidats. Voilà, donc le combat en fait doit être loyal. Les campagnes électorales sont considérées comme des champs de bataille, entre guillemets, où presque tous les coups, comme on dit communément, sont permis. Et sous d'autres cieux, on a vu certains candidats ressortir le passé de leur adversaire, le passé non élogieux, bien sûr, de leur adversaire, pour ternir un peu son image. Bien que ce ne soit pas des propos diffamatoires, ce sont des preuves d'actions commises dans le passé, qui ont été certainement sanctionnées même dans le passé, mais qui n'ont plus lieu dans le présent, mais qui sont utilisées pour ternir l'image de l'autre. Sous nos cieux, qu'est-ce que vous pensez si ce genre de choses arrivait? Est-ce que ce serait une mauvaise pratique? Oui, il faut faire attention, parce que les candidats en désespoir de cause cherchent des moyens pour prendre le dessus l'un sur l'autre. Supposons qu'ils sont deux. Alors, il va donc fouiller dans le passé sale, entre guillemets, donc de son rival, qui va étaler au grand jour pour espérer décourager ceux qui voulaient voter pour lui. C'est ça. Donc, sur ce plan, on peut dire que c'est de bonne guerre, mais il encore faut-il qu'il s'agisse de faits vérifiés. Si ce sont des faits vrais, on ne pourra pas dire que c'est de la diffamation. Mais les injures, elles restent proscrites. Donc, on n'a pas à injurer un candidat. Il faut rester dans la ligne de mire. La compétition électorale, ce n'est pas une bataille. Voilà, parce qu'on n'a pas face à soi des ennemis qu'il faut abattre. On a des adversaires politiques. On veut faire valoir ses points de vue, les convictions de son parti ou de soi-même si on agit en indépendant. Donc, de ce fait, le combat doit être loyal. On ne doit pas chercher, outre nécessité, à dire des choses mal fondées sur les gens. Voilà. Mais on ne souhaite pas tout de même que on en arrive à dire des choses qui pourraient ternir l'image des gens sans que ces faits ne soient pas vérifiés. Maintenant, si les faits sont vérifiés, celui contre lesquels ces faits sont divulgués ne peut que pas prendre son mal en patience. Vous voyez, ce qu'on recherche à travers cette émission, c'est que le Conseil national de la transition recherche, c'est d'organiser des élections apaisées et transparentes. Il n'y a rien qui puisse faire exploser les élections là que cette histoire d'injures, de diffamation. Maintenant, la question précise de savoir si le fait de divulguer une information vraie
mais caché sur quelqu'un, ça dépend de la culture. Par exemple, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le facteur X. Même si à la veille des élections, les gens étaient prêts pour vous voter, s'il y a quelque chose de votre passé, ça vous rattrape et c'est de bonne guerre. Ici, ça dépend. Quand par exemple, les gens font la politique, il y en a souvent qui sont même des frères de sang, je veux dire, même père, même mère. Bon, vous pouvez utiliser ce moyen-là pour vous faire élire, mais sachez que vous avez perdu votre frère, votre mère, voilà. Donc, il faut savoir s'arrêter. Sinon, quand le fait est réel, il n'y a pas de problème. Maintenant, la diffamation, c'est le fait même de mentir. Voilà, vous avez vu telle personne à tel endroit, pourtant elle n'a pas été là-bas. Et l'injure, c'est karma, même devenir comme un enfant et commencer à insulter, voilà. Et donc, c'est des propos qu'il faut vraiment travailler à maîtriser. C'est vrai que quand vous avez un adversaire, vous voulez gagner, donc tout de suite là, vous pensez à vous, vous oubliez le pays. Revenons sur les sanctions prévues par la loi en matière de corruption électorale. La corruption, c'est un délit. Alors, les délits, la peine traditionnelle du délit, c'est de 1 an à 5 ans. Maintenant, pour certaines infractions spécifiques, le législateur prévoit les fourchettes de peine. Si le législateur a prévu donc une fourchette spécifique de peine, dans ces conditions, le juge ne fait que l'appliquer. S'il ne l'a pas appliqué, la fourchette de peine doit être dans les 1 an à 5 ans. Alors, en ce qui concerne le financement occulte des partis politiques, la loi a prévu ça comme une infraction spécifique. Et si vous voyez bien, financement occulte des partis politiques, ça ne peut être en principe que dans le milieu politique et particulièrement en matière électorale. Alors la loi a prévu, en ce qui concerne cette infraction, que la peine est de 2 ans à 5 ans et une amende de 2 millions à 10 millions. Alors je disais tantôt que la peine déjà qui est prévue, celle de prison ou celle d'amende, est suffisante pour intimider suffisamment, en tout cas, pour qu'on ne tente pas de faire des choses comme ça. Et en matière donc de financement occulte des partis politiques, il faut le rappeler, c'est la loi portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso qui prévoit cette infraction dans son article 68. Alors, il faut savoir que lorsque ces conditions sont réunies, c'est celui qui a financé de façon occulte et celui aussi qui a reçu le financement occulte, tous deux sont passibles de la même peine. Lorsque nous sommes dans la campagne électorale, à quel moment est-ce qu'on peut parler vraiment, véritablement de non-respect de l'égalité dans la couverture? Alors, il faut savoir que le principe qui demande à ce que les candidats ou les partis politiques soient traités sur un pied d'égalité ne s'applique qu'à la presse d'État. Alors, un parti politique qui a les moyens peut faire sa propagande comme il veut à travers la presse privée, parce que là, justement, on paye pour faire sa propagande. Maintenant, au niveau des médias d'État, je sais qu'au Burkina Faso, il y a eu des négociations avec les pouvoirs d'alors qui ont permis à ce que les partis politiques puissent avoir des accès donc, à la presse publique, aux médias d'État, sans coût. Alors, donc, si c'est sans coût, on ne peut pas permettre à ce que les partis politiques puissent à tout moment s'exprimer, faire de la propagande, tout en sachant que pour la couverture médiatique, ça génère des coûts pour l'État. Donc il faut qu'on ait un traitement équitable, que chacun parte plus ou moins avec les mêmes armes pour être sûr que bon, le traitement sera équilibré et que bon, il n'y a pas un qui va avoir plus de temps de communication, plus de visibilité que l'autre. Donc c'est ça le principe d'égal accès aux médias publics. Et ce principe, c'est le Conseil supérieur de la communication qui a la responsabilité de veiller à ce que ce principe soit respecté. C'est quand même un peu dommage que ce principe ne s'applique pas aux médias privés. Parce que je me rends compte que pour un parti politique ou un candidat qui a vraiment suffisamment de moyens, il pourrait faire sa propagande à outrance dans les médias privés. Et cela pourrait biaiser quelque part l'égalité entre les candidats ou entre les partis politiques dans le traitement de l'information. L'égalité, c'est vis-à-vis de l'État. Parce que l'État, c'est, comme on a dit, c'est le père de tous, c'est la mère de tous. Et l'argent public, c'est pour tout le monde. Voilà. Donc, si on doit utiliser les organes de presse de l'État, il faut qu'il y ait l'égalité pour tous. C'est comme la justice. Quand quelqu'un vous parle devant la justice, que vous soyez milliardaire, que vous soyez pauvre,
ce sont les mêmes droits qu'on va appliquer. Le droit ne va pas changer parce que vous êtes riche ou parce que vous êtes pauvre. C'est la même manière. Si un parti qui vient de naître, s'il est autorisé à compétir, un parti de 150 ans, s'il y a une émission pour débattre de l'idéologie, c'est le même temps. Et c'est ce qui se passe même d'ailleurs. Et à contrario, il se peut qu'on invite des partis politiques et qui ne viennent pas. Ça, ce n'est pas la faute des journalistes. Mais on ne veut pas inviter plusieurs partis, donner plus de temps à l'autre et ne pas donner plus de temps à l'autre. Maintenant, ce qui concerne les organes privés de presse, ça, c'est vraiment une affaire d'argent. C'est comme, c'est peut-être que vous allez, même pour faire la campagne, il y en a qui vont faire la campagne à cheval, il y en a qui vont faire la campagne avec les voitures qu'ils ont déjà. Ça, l'État ne rentre pas dedans. Merci beaucoup pour ces différents cas de mauvaises pratiques qui ont été élaborés. Est-ce qu'on peut parler de quelques bonnes pratiques? Enfin, pour terminer quelque part positivement, hein, disons en beauté, est-ce qu'il y a quelques bonnes pratiques que vous voulez conseiller aux candidats, aux partis politiques, aux électeurs par rapport à comment appréhender les élections à venir? Monsieur Bado. Alors, en termes de bonnes pratiques, moi, j'allais d'abord suggérer aux partis d'avoir des programmes politiques de gouvernement. Voilà, tout part de là. Alors, lorsque vous cherchez à conquérir une portion du pouvoir du peuple pour l'exercer, parce que, par exemple, on veut être élu maire d'une commune ou que le parti ait la direction de la commune, il faut que le parti ait un programme. Et le programme qu'on va appliquer dans une commune de la région de l'Est, ce n'est pas forcément ce programme qu'on appliquerait dans une commune au niveau de Ouagadougou. Chaque commune a ses priorités, ses atouts. Donc il faut que les partis politiques, les indépendants qui vont bientôt prétendre à des postes, aient des programmes politiques, c'est-à-dire des choses à proposer au peuple, un idéal, et en ce moment on va espérer que cet idéal un jour trouvera à être mis en œuvre pour le bonheur donc du peuple burkinabé. Merci M. Bado. M. Marie, quelques autres bonnes pratiques à nous suggérer? Oui, en fait, les bonnes pratiques étant le contraire des mauvaises pratiques, on peut commencer par demander aux uns aux autres de comprendre que les élections, ou bien la campagne électorale, ou bien les élections elles-mêmes, c'est un combat d'idées, non combat de coups de poing. Voilà, c'est une question de démonstration de force d'argument avec les moyens qui s'en suivent. Si vous dites que vous allez faire un barrage, si vous démontrez que vous avez les moyens, vous allez sortir l'argent, il n'y a pas besoin de s'injurer. Voilà, c'est le programme qu'on met en compétition. Donc il faut veiller à ce que les gens acceptent ça. Ensuite, il faut demander aux organes de presse étatiques de respecter le principe d'égalité entre les candidats. Ensuite, la diffamation, non seulement elle va troubler les élections, mais elle porte atteinte à l'honneur d'un frère, d'une soeur. Voilà. Donc, il faut également veiller à ce que les gens comprennent le vote. Et c'est-à-dire, ça, c'est à l'égard des partis politiques. Il faut peut-être même lors des meetings là, faire une démonstration pratique des votes. Parce que quand j'ai eu la chance de travailler avec le Conseil constitutionnel, quand on envoie les bulletins là pour les contestations, vous vous rendez compte qu'il y a des bulletins qu'on ne peut pas savoir c'est qui le monsieur a voulu voter. Il vote en voulant enlever sa main, il appuie 3 fois, ou bien il vote au milieu. Ça veut dire que les partis politiques mettent beaucoup d'accent sur comment inciter les gens à voter, mais l'opération même de vote, beaucoup ne le comprennent pas. Voilà. Est-ce que ce n'est pas du ressort de la CENI plutôt d'expliquer cette opération? La CENI explique, mais c'est des choses pour comprendre, puisque c'est les partis politiques qui ont intérêt. La CENI, l'explication n'est pas compliquée, maintenant c'est la pratique. Puisqu'il y a plusieurs logos de partis, celui que vous choisissez, vous mettez. C'est aussi simple que ça. Mais dans la pratique, il faut peut-être s'exercer, chercher des spécimens, s'exercer, pour montrer aux gens exactement comment il faut faire avant, pendant, et ainsi de suite. Voilà. Nous avons fait le tour de quelques bonnes ou mauvaises pratiques électorales, mais je voudrais laisser l'occasion à chacun de vous de donner le dernier mot, c'est-à-dire le dernier conseil que vous pensez utile pour les électeurs et pour les futurs élus. Moi, ce que je peux juste dire, c'est que avant les élections, il y a eu le Burkina Faso. Avec les élections, le Burkina Faso est là. Après les élections, il faut que le Burkina Faso existe. C'est ça. Voilà, donc il faut que les uns et les autres voient l'intérêt général. Ce n'est pas parce que vous avez perdu cette élection que votre carrière politique est terminée. Ce n'est pas parce que votre candidat a échoué qu'il est mauvais.
Donc c'est une question de compétition, c'est une question de rapport de force, de temps et de circonstances. Donc chacun doit travailler à son niveau. Les partis politiques doivent faire les particuliers, la presse. Chacun doit avoir l'intérêt du pays. Et pour terminer, il faut que Dieu lui-même pose sa main pour que tout se passe bien. Merci. Monsieur Bado. Alors je dirais que on doit espérer que les élections se passent dans les meilleures conditions possibles, dans la transparence, pour qu'il n'y ait même pas lieu de contester quoi que ce soit et permettre au Burkina Faso en tout cas de prospérer, parce que sans stabilité politique, il ne saurait y avoir un véritable développement économique et social. Merci beaucoup, Monsieur Maré et Monsieur Bado. Merci pour les conseils que vous venez de donner. Nous espérons que tous ces conseils seront utiles pour chacun de nous et que les élections qui sont à venir se passeront dans de très bonnes conditions. Merci à nos invités. Merci à chacun de vous de nous avoir suivis. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir.